dignitaire que je n'ai pas le droit d'avoir des amitiés personnelles. Monsieur Tong, pour tout vous dire, fait partie de mes amis intimes. Amitié personnelle ou amitié d'affaires, Tong est désormais de plus en plus courtisé par les dignitaires du régime. Visiblement, à Pékin comme à Paris, les frères Tong ont des ministres pour amis. Ce ne sont décidément pas des commerçants tout à fait comme les autres. Vous connaissez le quartier chinois de Paris, Jean Reno? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, oui. Cette histoire des frères Tang, ça pourrait ressembler à une histoire de film, quoi, une trajectoire. Ah ouais, c'est étonnant, c'est une réussite exemplaire, mais c'est en plus une réussite politique, une réussite à un niveau assez important. À l'époque, il y avait le milliardaire rouge, vous vous rappelez, qui est en relation avec la Russie. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est le milliardaire jaune. Mais là, c'est vraiment très fort. Puis il y a 10 frères, ça part du père, c'est toute une dynastie, quoi, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, on a vu ces scènes au moment du Nouvel An chinois. Toute la communauté est là, toute la famille, enfin c'est assez... C'est intéressant les possibilités que l'on devine, hein. C'est parce que c'est tout à fait vrai ce qu'il a dit, je crois. Danone qui investit, puis derrière j'ai vu une enseigne McDonald's, on n'a pas le droit de dire des marques, mais quand il est passé en voiture... le marché chinois, ça y est, là c'est extraordinaire. On parlait du gigantisme américain tout à l'heure, on prend la dimension. Vous êtes une star là-bas en Chine, Asie. En Chine, ça commence. Ça commence, mais c'est plus lent qu'au Japon, oui. Au Japon, alors là... Comment on vous appelle là-bas La réincarnation du samouraï. C'est étonnant. Hein. Bon, et vous, alors vous êtes arrivé en France. On a vu les frères Tong qui sont arrivés dans les années 70. Les Tong, oui. Moi, je suis arrivé en Tong. Vous êtes arrivé en Tong à 12 ans. Je suis arrivé... La première fois, ça a été à Montpellier, puisque j'ai de la famille encore à Montpellier. Parce que vous êtes né au Maroc, vous avez été élevé au Maroc. Oui. Et vous avez dit, quand vous êtes en France, vous êtes arrivé en France, vous avez pris ça comme un bonheur. Oui, j'étais très heureux. C'était par rapport, lorsque j'étais gamin, c'était l'endroit de la culture, c'était le pays de Molière. C'était le pays du savoir pour nous, j'allais dire, pour mes camarades qui sont toujours avec moi. J'ai 4 amis qui sont partis de Casablanca d'enfance. Et on est toujours ensemble. Enfin, tous ne sont pas en France. Il y en a un en Italie, un autre aux États-Unis, puis un autre qui est en province. Et pour nous, c'était l'endroit de la culture. Quand on débarque comme ça dans un pays qui n'est pas le vôtre au départ, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut travailler davantage pour compenser ce handicap? Il faut s'expliquer, peut-être plus, parce qu'effectivement, il n'y a pas de famille. J'ai pas fait le conservatoire ici, par exemple. Je reviens toujours au métier. Oui, il faut s'expliquer, c'est sûr. Il faut se définir, parce qu'il n'y a pas de racine. Il faut s'enraciner. Il faut trouver l'endroit où on va se plaire. Moi, c'est en Provence. J'ai trouvé cet endroit, quoi, dans les Alpilles. Et voilà, il faut se trouver. C'est vrai. Et quand on part dans un autre pays, comme ça a été le cas quand vous êtes allé tourner aux États-Unis, là aussi... il faut s'expliquer encore. Il faut s'expliquer encore. Oui, au départ, on vous a claqué un peu la porte dans les studios à Los Angeles, et à Hollywood, avant le Grand Bleu, avant Mission Impossible, avant Godzilla, avant tous ces grands films. C'est pas claquer la porte, mais on vous regarde, parce qu'on a toujours, aux États-Unis, il y a toujours une méfiance sur la personne qui vient de l'extérieur. Bon, il n'est pas américain, qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il vient piquer l'argent et rentrer chez lui, ou est-ce qu'il vient partager les moments? Et c'est pour ça que pour moi, ça a pris un certain temps. J'ai très vite eu un agent à la suite du Grand Bleu, et je suis resté avec cet agent. Et petit à petit, j'ai connu tous les gens des studios, j'ai tiré les sonnettes, j'ai parlé avec des gens, je me suis expliqué, puis j'ai montré mon travail. Grâce à Luc Besson, on a pu faire Subway, ensuite on a fait Nikita, qui a très très bien marché, ensuite on a fait Léon, et au fil des années, ça s'est ouvert. Voilà. Et puis ensuite, après, les choses se font très très facilement, parce que maintenant... La confiance aidant, on a de plus en plus d'offres. Parce que maintenant, vous êtes, on peut le dire, une vraie star, en France et là-bas aussi. Si vous le dites. C'est le cas. Quelles peuvent être les exigences d'une star aujourd'hui dans le cinéma? On voit sur les contrats les limousines, les billets d'avion, les chauffeurs, les gardes du corps, etc. Et c'est normal que dans ces contrats, il y ait toutes ces clauses. Vous, quelles sont les exigences que vous avez, vous, Jean Reno, dans ce type de contrat? Quelles sont les choses auxquelles vous êtes vraiment sensible parce que c'est important et attaché? Attaché. Et celles auxquelles vous l'êtes moins? Il me faut de l'espace parce que j'ai une famille qui est assez nombreuse. Donc je demande toujours à avoir assez d'espace, comme ça
Les gens pouvoir peuvent emmener venir. votre famille. Oui, et puis aussi s'il y a un pote ou deux qui veulent venir, qu'on puisse profiter de ça. Ça veut dire concrètement que vous demandez à avoir Une maison. Une maison, Oui. voilà, suffit avec tant de mètres carrés. Et Voilà, à peu près en gros, et puis des voyages qui sont dans les contrats pour la famille. C'est des choses normales, hein, j'allais dire. Les gardes du corps, c'est plutôt pour le Japon ou des choses comme ça, où il y a un rapport un peu hystérique avec le public, quoi, parce que c'est un truc un peu midinette qu'il y a là-bas. On essaye de vous toucher, alors elles deviennent hystériques. Bon, là, il faut des gardes du corps. Ouais. Systématiquement, là, vous en avez un. Oui, il vaut mieux, parce que quand il y a des gamins et des choses comme ça, il faut faire gaffe, quoi. Ils ne sont pas écrasés. En Amérique aussi, vous disiez tout à l'heure que les Noirs américains, là, vous... Oui, mais là, c'est aussi un garde rapport du corps. plus doux. Non, ça, ça... c'est quand on fait des press junkets à New York. C'est quoi les press junkets? C'est quand on présente le film, on rencontre la presse de tous les États-Unis. Pendant 3 jours, on fait des interviews, comme on est en train de les faire comme ça, là, qu'on est en train de parler. Mais il y a une personne toutes les 3 minutes. Là, je confirme, vous êtes venu sans garde du corps. Non, là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, en France, ça va bien. Et donc là, il faut effectivement... Mais je le fais quand c'est un problème pratique, autrement, ça va. Je conduis moi-même, j'adore ça. Ah oui, vous n'avez pas de chauffeur, par exemple? Non, tout ça, non. Moi, j'aime bien... Ça me fait réfléchir quand je conduis, j'écoute les infos, j'aime bien mon truc à moi. Même quand je vais tourner, je vais avec ma voiture, ça j'aime bien. Bon. Mais je comprends les gens qui ont besoin d'un chauffeur, parce que des fois ils répètent le texte, et ensuite après le tournage, ils dorment, ils se reposent, ça va. Qui sont les acteurs que vous avez rencontrés qui sont les plus capricieux en la matière? Capricieux? Enfin, capricieux, exigeants. Exigeant. Bruce Willis, c'est quelqu'un qui demande beaucoup de choses. Il faut pas que ce soit trop près de la rue. Il y a 3 gamins. Il a très peur du kidnapping et de la rançon. Il y a 2 gardes du corps en permanence. Il est assez exigeant. Ouais. Moi, je l'ai vu changer de maison quand il n'a pas ce qu'il veut. Ouais. Et dans les stars françaises, dans les stars... Des capricieux en France. Il y a des états d'âme quelquefois. Mais c'est souvent lié à la peur. Non, c'est moins exigeant en France. Comme quoi, des états d'âme, comme quoi par exemple? Oh, on va attendre encore un petit moment avant de tourner. Après, il faut que je mange un morceau, j'ai un petit mal à l'estomac. On attend, hein, on va pas le faire tout de suite, des trucs comme ça. Ouais. C'est des états d'âme. Ouais. C'est reculé le moment où il faut le faire. Ouais. Vous n'en avez pas trop? Non, j'aime pas ça. J'aime pas faire attendre l'équipe. J'aime pas ça du tout. Alors, on va... C'est pas là pour ne pas faire attendre l'équipe parce qu'on a le temps, tout va bien, mais parce que... Enfin... Parce qu'il y a un autre... Non, il y a les... Merci. Non, les épiciers arabes. Ah oui, c'est vrai. Parfois, comme ça, on est là et on ne sait pas comment passer d'un reportage à l'autre. Ça veut dire que c'est live, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Alors, voilà, les épiciers arabes, parce que là, voilà, même si on fait attendre l'équipe, on peut aller à n'importe quelle heure chez eux acheter quelque chose. Et les épiciers arabes, ils travaillent tard, jusqu'à 10h, 11h, minuit parfois. Alors combien de temps travaillent-ils réellement? Comment ont-ils réussi en France, en partant de leur pays, en venant s'installer en France? Pourquoi leurs prix sont-ils plus élevés qu'ailleurs? Et gagnent-ils bien leur vie? C'est un reportage de Martin Blanchard et Hervé Bouchot. À 2 pas du Trocadéro, dans les beaux quartiers de la capitale, une épicerie parisienne typique, chez Max. Abdelhamid vient rendre visite à son père. Il ne s'appelle pas Max, mais Ahmed. Salam alaikum. Dans la famille, on est épicier de père en fils. C'est ici qu'Abdelhamid a appris son travail. Alors voilà, je vous présente papa et maman. Voilà. Maman, c'est... Monsieur, ça fait longtemps que vous êtes épicier? Oh, ça fait épicier, ça fait depuis l'âge de 2 ans que je suis en épicier. Maintenant, j'ai 62. J'ai commencé à travailler en Tunisie. Et là, ça fait 30 ans que je suis dans la chefferie. Et ça fait 22 ans que je suis ici dans le magasin. 21-80. Et en 30 ans, Max est devenu une figure du quartier. Ouvert en permanence, toujours disponible, il a vu passer tous les habitants du coin, même les plus prestigieux. Moi, personnellement, ici, dans ce magasin-là, j'ai servi le prince Sihanouk, le président du Cambodge. Le prince Sihanouk de Cambodge, je l'ai servi ici avec... Je donnais des pétranges de fromage de belle des champs avec ses gardes-corps. Et ma foi, donc c'est la première fois que je vois donc ça. On a servi Madame Belladure ici, dans le magasin. Non? Donc on a tout. Donc on a dans un commerce, il y a de tout. Max n'est plus qu'à 3 ans de la retraite, mais il n'a rien changé à ses habitudes. Il travaille 6 jours sur 7,
de 8 h du matin à 10 h du soir, sans interruption. Et il ne prend même pas le temps de s'asseoir pour déjeuner. Ça fait 22 ans que je suis dans le magasin et j'ai toujours, mangé debout. À midi. Toujours ici. Toujours comme ça, c'est cette planche-là. Je n'ai jamais mangé autrement. Soit ça, soit un plat comme ça debout, soit un sandwich. Mais jamais assis sur une table. Marocains ou tunisiens, les premiers épiciers arabes sont arrivés à la fin des années 60. Ils rachetaient leurs boutiques aux épiciers français, découragés par la concurrence des supermarchés. 10 ans plus tard, une autre génération s'est installée, des ouvriers licenciés de l'industrie automobile ou sidérurgique. On ne mettait pas les Français dehors pour prendre leur place. C'est que les Français eux-mêmes cédaient leur commerce. Il y en avait qui étaient très contents de céder leur commerce et de trouver preneurs à une époque où la plupart d'entre eux voulaient partir à la retraite et qui ne trouvaient pas de preneurs. Aujourd'hui, à Paris, les 2/3 des petits commerces d'alimentation générale sont détenus par des épiciers arabes. Nous sommes rue Oberkampf, il est 1 h du matin et voici la raison principale de leur succès, l'ouverture tardive. Quand ils sont propriétaires, ils sont libres de leurs horaires. Seule obligation, fermer 1 jour par semaine. Alors tous appliquent la même recette, des journées de 12 ou 14 heures. C'est quoi vos horaires d'ouverture ? 9h, 2h. 9h du matin à 2h du matin. Pour gagner notre vie, il faut qu'on la gagne au détriment de notre santé. On n'a pas d'horaire. Tant qu'il y a des clients, ben on est là à attendre pour gagner notre vie. Abdelhamid, le fils de Max, a 27 ans. Il a ouvert sa boutique il y a 2 ans. Un ancien magasin de tapissier, il a racheté pour 90 000 francs le fonds de commerce, puis il a fallu tout réaménager. Coût total de l'opération, 400 000 francs prêtés par les banques et son père. Le magasin fait 35 mètres carrés avec une minuscule réserve. Abdelhamid s'est donné 4 ans pour rembourser. 9 h du matin, ouverture du magasin. Aujourd'hui c'est jeudi, jour de livraison. Le camion est en retard, c'est normal, avec les embouteillages. Tu vas où? Tu passes par ici? À la porte d'Italie pour arriver là. Ah bah ça va. C'est tout bouché partout. Abdelhamid est livré 2 fois par mois. Aujourd'hui, il réceptionne 5 chariots. À part le chauffeur, personne pour l'aider. Je vais décharger tout seul. Évidemment, évidemment. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les épiciers arabes n'ont pas leur propre filière d'approvisionnement. Abdelhamid se fournit chez les mêmes grossistes que n'importe quel autre épicier. Ce jour-là, il reçoit pour 15 000 francs de marchandises. Près de la moitié de sa commande est composée de boissons. Ça va durer combien de temps, ça? C'est le stock pour combien de temps, ça? Ça, je dis après, surtout pour la flotte et tout, pour l'eau, le coca, tout ce qui est boisson. Une quinzaine de jours après, une dizaine de jours, entre 10 et 15. Si Abdelhamid ne se fait pas livrer en plus grosse quantité, c'est d'abord parce qu'il n'a pas de place. Ici, pas de réserve, tout doit être rangé dans les rayons. Comme il commande peu de marchandises, il n'a pas de rabais. Il paye ses fournitures au prix fort, il paye parfois même plus cher que s'il allait les acheter au supermarché du coin. Et là, par exemple, le prix, la carte d'or, qui est une glace de chez Mota, eux, ils la vendent à 17,65 francs, prix public, la litre. Nous, par exemple, on l'a reçu la semaine dernière à 17 francs 81, prix hors taxe, prix revendeur, prix commerçant. Résultat, Abdelhamid va vendre cette glace 10 francs plus cher qu'au supermarché. À votre service, allez. Avec des prix pareils, notre épicier a peu de clients dans la journée. Ils viennent uniquement pour compléter les courses du supermarché. 22 francs 40. Madame, vous venez souvent faire vos courses ici? De temps en temps, oui, à l'occasion. J'habite à côté, donc si j'ai besoin de, je sais pas, par exemple, ça de boisson pour demain, eh bien, c'est bien pratique. C'est quel type d'achat que vous faites ici? Dépannage. Oui, dépannage. Sinon, je suis en grande surface, en fait. Ça va, mademoiselle? Dépannage, c'est le maître mot. Du coup, en moyenne, les clients dépensent ici entre 20 francs et 50 francs. Voilà, 16 francs 70. Plus de 60% de son chiffre d'affaires, il le fait après 18 heures, mais là encore, avec des petites quantités. Bonne soirée. Des ventes au compte-gouttes qui l'obligent pour les produits frais à se réapprovisionner au coup par coup.
Toutes les semaines, Abdelhamid prend sa voiture pour aller faire ses courses. Pour lui, ce n'est pas une corvée, plutôt un moment de détente. Là, j'écoute le folklore tunisien. Bon, c'est pas vraiment mon préféré, mais c'est un folklore déjà bien. Mais j'aime bien pour me mettre un peu dans l'ambiance, pour, comme on a dit, pas oublier ses racines, quoi, c'est tout. Métro. De l'extérieur, ça ressemble à n'importe quel supermarché, mais il y a une différence. Seuls les commerçants, les restaurateurs et les collectivités ont le droit d'y faire leurs courses. Abdelhamid vient compléter ses rayons, un peu comme une ménagère. Il a même fait sa liste et n'a pas le droit de se tromper. Si par exemple, il prend une boîte de compote de trop, il risque de ne pas la vendre et de perdre la marchandise. Tout l'art de notre épicier, c'est d'acheter exactement ce dont il a besoin et pas plus. Ça, pourquoi vous ne le prenez pas chez le grossiste, par exemple? Ça, par exemple, le rustique, il le vend par 24. Tant que c'est métro, l'avantage, on peut prendre par 3. 24, vous n'arriveriez pas à les écouler? Non, surtout qu'il y a l'histoire de date. Les dates sont très courtes, tellement courtes sur les produits frais et tout ça. Alors, il faut faire très attention. Ici, près d'un client sur deux est un épicier de quartier comme Abdelhamid. Certains viennent même ici tous les jours pour éviter de trop stocker. Oh là, ça va tomber là. Moi je vais chercher mon chariot. C'est bien le métro, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Là encore, on n'achète pas en très grande quantité, alors les prix ne sont que légèrement inférieurs à ceux d'une grande surface classique. 3033, 37. Ça représente quelle valeur de vente à peu près? Alors, ça dépend des produits, évidemment, ça dépend des produits qu'on a achetés. Vous savez, là, à peu près, ça fera quoi? Ça fera à peu près, pour vous dire, à peu près, hein, 4000, 4002 à peu près. Pas 5000? Ça serait trop beau. On serait pas là encore à travailler le samedi dimanche. Soit une marge d'environ 30%, ça n'a rien d'exceptionnel pour un petit commerçant. Mais le résultat est là, les produits vendus chez Abdelhamid sont beaucoup plus chers que dans un petit supermarché. Alors, pour que les clients y trouvent tout de même leur compte, notre épicier essaie de faire la différence avec le service. Le blanc de Touraine qui est au frais. Vous arrivez, vous voulez que je vous le donne? Merci. Quel type de course que vous faites ici, d'habitude? En général, je viens acheter une bouteille de vin blanc au frais. Parce qu'ici, je sais qu'elles sont toujours fraîches. Voilà, donc j'ai pas besoin d'attendre 2 heures au frigo pour qu'elles soient à température. Merci. Avoir des bouteilles au frais, rester ouvert tard le soir, avoir toujours un petit mot pour le client, ce sont les règles d'or. Mais il y en a une autre, offrir le crédit. Ça, aucun supermarché ne l'accepterait. Ça, c'est ma clientèle que j'ai sélectionnée, par exemple. Vous voyez le carnet, bon, là, elle paye. Par exemple, cette cliente, elle paye régulièrement, une fois par mois. C'est pour éviter aussi que payer chaque fois. Elle passe à la fin du mois, me faire un chèque ou une carte. Par exemple, celle-là aussi. Vous voyez. Il y en a combien dans le carnet? Il y en a, sans exagérer, une dizaine maximum. Voilà, bah merci, cher ami. Je vous donne un petit sac. Une fois ces charges payées, ces emprunts remboursés, il reste environ 8000 francs de revenus par mois à Abdelhamid. Voilà, cher ami. Merci, bonne soirée. C'est plutôt au-dessous de la moyenne. Selon nos informations, les revenus des petits épiciers oscillent entre 10 000 et 35 000 francs par mois. Tu te dois 20 centimes alors, hein? Pour plus de 70 heures de travail par semaine. Moi, maintenant, ma femme, c'est mon petit magasin. C'est mon dada, je le répéterai toujours. Vous passez votre vie ici? Presque à 80% de ma vie. Mais une menace plane sur les petits épiciers. À Paris, certaines grandes surfaces restent ouvertes tard le soir, parfois jusqu'à 22 h et même le dimanche. Autant de clients en moins pour les épiciers arabes qui ont perdu le monopole de l'ouverture tardive. Pour survivre, ils vont devoir s'adapter. C'est ce qu'a bien compris un homme qui tous les jours sillonne Paris dans sa voiture. Jean-Fabrice Pohu travaille pour un grand de la distribution, le groupe Promodes, qui possède les hypermarchés Champion et Continent. Un géant qui s'intéresse aujourd'hui aux petits épiciers. Son but, essayer de rassembler ses boutiques sous une seule et même enseigne, Proxy. Aujourd'hui, il vient comme chaque semaine rendre visite à Abdessalem.
Monsieur Jean-Fabrice, ça va bien? Ça va, la ouais. forme? Et toi? Guirlandes publicitaires, campagne promotionnelle, grosses étiquettes sur les rayonnages. Depuis 1 an et demi, cette épicerie a complètement changé de physionomie. Et puis, il y a surtout les prix. Ils sont 10 à 30% moins chers que chez les autres épiciers arabes. L'explication est toute simple. Notre épicier s'est engagé à se fournir exclusivement chez Promodès. Il bénéficie de tarifs qui se rapprochent de ceux des supermarchés, à condition de répercuter ses prix dans son magasin. Ici, par exemple, la bouteille de coca est à 8,50 francs au lieu de 11,90 francs chez Abdelhamid. Et chaque mois, on trouve même des produits d'appel, comme dans un supermarché. Par exemple, celle-là, on gagne rien. Presque avec notre prix d'achat, juste pour tirer les clients. Pourquoi vous le vendez si vous gagnez rien? Obligé pour garder les clients quand on les fait les promotions comme ça. Et les clients vont venir et quand ils voient des choses, il va acheter les choses en promotion, en même temps il va acheter autre chose. Un carton d'œufs. Le magasin d'Abdesalem est presque devenu une annexe de supermarché. Jean-Fabrice est là pour s'assurer que la politique de son groupe est bien pratiquée dans l'épicerie. Il vérifie tout dans les moindres détails. Donc là, il y en a ici, mais il n'y a pas l'étiquette, par exemple. Bon, je suppose qu'elle va arriver tout à l'heure. Là, par contre, il y a l'étiquette, mais il n'y a pas le produit. Bon, la promotion commence aujourd'hui, hein, donc il n'y a pas à s'affoler. Il va se faire taper sur les doigts? Non. Je suis pas méchant à ce point-là, quand même. Bref, Abdesalem n'est plus vraiment libre, même si il est toujours commerçant indépendant et même si, officiellement, il a toujours le droit de choisir les prix qu'il pratique. Il a le droit de le faire? Il peut le faire, bien sûr. Mais s'il exagère, on lui dit qu'il exagère. Donc à ce moment-là, on lui conseille quand même de changer de prix. On donne tout, hein. Voilà. C'est super. Finalement, tout le monde semble y trouver son compte. Abdesalem, qui a augmenté son chiffre d'affaires, et le représentant de la grande distribution, qui écoule plus de marchandises. Bon, je repasserai dans la semaine, de toute façon. Aujourd'hui, à Paris, plusieurs enseignes cherchent ainsi à récupérer les petites épiceries. À bientôt. Allez. Bonne journée. Ouais. Pour vous, c'est la fin des petits épiciers indépendants? On y vient, oui. On y vient. Je pense que l'enseigne, c'est l'avenir. C'est une mauvaise nouvelle, ça? Non, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours les mêmes services. Vous avez toujours les mêmes services tout en ayant un prix inférieur à ce que c'était avant. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. La seule chose qui n'a pas changé pour Abdesalem, ce sont ses horaires de travail. Il est 00h30, fermeture du magasin. Bonne ou mauvaise nouvelle, la fin des petites épiceries indépendantes? Pour le client, non. Pour le client, non. Comme le gars l'a dit, si on paye moins cher et que ça aide les gens de quartier, pourquoi pas? Vous êtes client, vous y allez souvent, tard? Ça m'arrive quand on a besoin évidemment de quelque chose d'appoint. Ma femme me demande d'aller faire un tour pas loin de la maison. Oui, c'est le proximité, ce qu'il a dit, c'est sûr. Mais les gars travaillent beaucoup. Ouais. Plus que 35 heures, là. C'est vrai que c'est beaucoup plus. Ouais. 70 heures, on dit à peu près par semaine. Il y a toujours un prix à payer quelque part. Hein. Vous travaillez, quand vous tournez, vous travaillez... J'ai pas d'heure, non. Vous n'avez pas d'heure? Non. Et quand vous finissez un tournage, vous enchaînez tout de suite sur un autre tournage. Sur une année, là, vous arrivez à avoir quoi? Combien de semaines de vacances? Si on peut calculer comme ça quand on est acteur. Quand je peux, je fais 2 films par an, si possible. Ça fait 2 fois 4 mois, en gros. 8 mois, il reste 4 mois entre les deux, quoi. Un mois ici, après 1 mois et demi là, et puis bon, c'est comme ça que ça se calcule. Mais on essaye de ne pas être séparés plus d'1 mois et demi si on part à l'étranger, oui. Et quand vous dites 2 films par an, vous recevez combien de scénarios par an? Combien de propositions? Ça va faire entre 20 et 30 par mois. 20 et 30 par mois. C'est vous qui les sélectionnez? J'ai une personne qui s'occupe de moi qui s'appelle Claude Besson, qui est le père de Luc, avec qui je suis devenu ami à l'époque du Grand Bleu. Et il lit aussi une partie quand j'arrive pas à les lire. Puis j'ai un coach